Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 de Voiron 2100. Dans cette série de podcasts, on mettra en avant des Voironnaises et des Voironnais qui s'exprimeront sur différents sujets. Depuis une base martienne, on tentera, à distance, de comprendre certaines problématiques, mais aussi de se projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt. Salut. Salut Freddy. Bonjour Antoine. Alors merci déjà pour ton temps. Alors avec toi on va parler de dérèglement climatique, mais aussi de la gestion de l'eau. Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Freddy? Oui, alors je suis de métier directeur de recherche. Je travaille à INRAE, Institut national pour la recherche agronomique et environnementale, dans un laboratoire qui travaille sur les écosystèmes et les sociétés en montagne. Et donc je développe des activités de recherche sur les problématiques de risques naturels liés à l'eau, donc les crues, les inondations, les sécheresses aussi, et sur les techniques que l'on peut utiliser pour pallier à ces problèmes de risques naturels. Alors tu as commencé à en parler, donc est-ce que tu peux présenter ton activité professionnelle, s'il te plaît? Donc moi j'ai un métier de chercheur, je suis donc un détective qui essaye de comprendre comment les choses fonctionnent, comment les milieux fonctionnent. Et je travaille en particulier sur des milieux qui sont perturbés et difficiles. Donc des milieux qui sont contraints par les activités humaines, qui sont souvent, on va dire, qui sont dégradés par les activités humaines. Et les milieux difficiles auxquels je m'intéresse sont les milieux montagnards, les milieux méditerranéens, les milieux tropicaux. Donc on a des contraintes climatiques fortes qui se traduisent par des événements importants, on parlait des inondations par exemple, et aussi par des contraintes au niveau des solutions qu'on va rechercher pour prévenir et lutter contre ces risques naturels. Mais c'est bien un métier de chercheur, je dois comprendre comment ça fonctionne, donc je développe des savoirs qui après sont traduits en savoir-faire par les gens de terrain, par les ingénieurs, par les techniciens, qui mettent en application des solutions sur lesquelles moi je vais aider à la conception de ces projets d'intervention. Et je crois que tu as des fonctions d'élu. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que ça va avoir une importance tout à l'heure? Alors oui, effectivement, j'ai également une autre vie dans laquelle j'ai des fonctions électives. Donc, je suis maire du village de Saint-Nicolas-de-Macherin, sur les hauteurs de Voiron, à peu près 1000 habitants. Je suis aussi vice-président en charge du cycle de l'eau au Pays Voironnais, dans la communauté d'agglomération, et également conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis je m'implique aussi dans différents syndicats de rivières. Donc effectivement, il y a un lien entre les activités de recherche que je peux avoir et ce monde de la décision dans lesquels on doit pouvoir trouver des solutions concrètes à plein de problématiques, mais en particulier à celles qui sont liées à l'eau. Ok, alors on va parler de gestion de l'eau, évidemment, mais on va prendre un peu de recul, notamment en parlant de réchauffement climatique. Alors, quelle est ta philosophie par rapport à ça? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu peux nous en parler davantage? La première chose, c'est que moi, je préfère parler de dérèglement climatique. Parce que ce qu'on va observer, alors c'est le cas avec l'eau, ce sont des épisodes complètement déréglés par rapport à une constance qu'on pouvait avoir il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. Alors effectivement, il y a du réchauffement climatique dans tout ça, mais on se rend aussi bien compte qu'on a des hivers qui sont très, très neigeux, très pluvieux. On l'a vu cet hiver, très neigeux en particulier. Donc on entend parfois dire, réchauffement climatique, il est où? On a des séquences qui sont plus froides. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est plutôt des épisodes assez intenses, soit pluvieux, soit de froid, soit également de chaleur, en particulier des canicules, et donc des sécheresses qui vont être associées. Et la vraie difficulté, ça va être ça. Ça veut dire que, je ne sais pas si on peut encore dire qu'il y a 4 saisons, mais en tout cas, dans le déroulement d'une année, les choses sont assez imprévues. C'est toute la difficulté de se projeter lorsqu'on est un décideur. Et donc, il y a 2 choses qu'on peut faire effectivement par rapport à ça, c'est lutter et s'adapter. Alors les 2 sont importants. Chacun après, selon sa sensibilité, va vouloir plutôt lutter ou plutôt s'adapter. J'avoue que moi je mise fort sur l'adaptation.
c'est pas le fait de renoncer à la lutte, mais c'est que il y a des paramètres tellement importants, alors historiques, mais aussi spatiaux, au niveau géographique, pour la lutte, que c'est très compliqué. C'est à des échelles qui nous dépassent un petit peu, notamment parce qu'on est des élus locaux. Hein. Encore une fois, c'est important, mais c'est vrai que la manière d'agir pour lutter contre ces dérèglements-là, elle est compliquée. Et l'adaptation, je pense qu'elle est plus facile, en tout cas, elle est plus abordable à des échelles un petit peu locales. Donc c'est vrai que je mise beaucoup sur le fait de s'adapter. Ça veut dire qu'il y a une forme d'acceptation aussi par rapport à des changements et qu'il faut au moins essayer de faire avec ces changements-là. Et puis de le faire avec une forme de sérénité, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au discours, ce qu'on peut entendre. Je n'aime pas, je me suis déjà exprimé à ce niveau-là, le catastrophisme. Je pense qu'il y a des situations qui sont très différentes à des endroits différents et qu'il faut prendre ça avec sang-froid, avec sérénité. Donc j'aime dire que par endroit, je me préoccupe des choses avant d'être inquiet et avant de paniquer. Voilà. Donc se préoccuper, ça veut dire qu'on sait qu'il y a un problème et on va chercher les solutions pour y remédier, soit en adaptation, soit en lutte. Très bien. Là, on va parler de l'eau, notamment de cette ressource. Est-ce que tu peux nous en parler et notamment aussi du cycle de l'eau, s'il te plaît? Eh bien, effectivement, on parle de cycle de l'eau parce que l'eau ne disparaît pas, alors à l'échelle planétaire en tout cas, hein, même si après elle peut se redistribuer d'une certaine manière au niveau géographique. On établit quand même que l'eau, elle est présente, elle s'en va et elle revient. Alors après, on peut regarder ça à des échelles spatiales différentes. À l'échelle départementale, celle de l'Isère, on a une étude actuellement du département de l'Isère qui nous montre que sur une année, sur notre département, eh bien, on a la même quantité d'eau qui tombe sur une période d'une année. Encore une fois, après, ce qui va changer, c'est la régularité des pluies. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, avec des phénomènes plus intenses, plus irréguliers, plus imprévisibles aussi. Mais sur une année, il y a la même quantité d'eau qui va tomber sur notre département. On voit aussi que les cours d'eau, ils vont réagir en termes de débit à ces variations de pluie. Mais c'est pareil, sur une année, si on additionne les débits observés, je veux dire à peu près de manière journalière, on va se rendre compte, c'est ce que l'étude montre également, que la somme des débits sur une année, elle ne varie pas. Donc c'est un paramètre important parce que ça veut dire que l'eau, elle est là, et que le problème qu'on va avoir, c'est qu'elle va être en abondance à certains moments de l'année et en déficit à d'autres moments. Et c'est tout le paradoxe qu'il va nous falloir gérer, notamment en termes de décideurs, en termes d'élus. Et là c'est notre défi que de faire en sorte de s'approprier ce cycle de l'eau pour qu'on puisse se protéger des excès de l'eau, mais aussi en profiter à certains moments de l'année pour pallier les déficits qu'on va avoir à d'autres périodes. Et c'est la chance qu'on a. Ça veut dire que c'est pas comme si l'eau disparaissait. On sait qu'on va avoir l'eau. Donc à nous de le gérer et d'y penser tous les jours. C'est pour ça que je dis volontiers que même en cette période printanière très très pluvieuse, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant qu'il faut faire attention. Même pas faire des efforts, juste au moins faire attention à ce qu'on fait et se dire « ah, l'eau elle est là maintenant ». Eh bien, cherchons un moyen de la conserver pour pouvoir l'utiliser à des moments où elle fera défaut. D'accord. Alors, on va rester sur la problématique de la gestion de l'eau. Freddy, est-ce que tu peux nous parler des solutions fondées sur la nature, les SFN, s'il te plaît? Oui, c'est une des solutions naturelles. Alors, quand on parlait de cycle de l'eau, le fait de gérer les quantités d'eau qu'on a sur une année, le principe, en gros, il est de récupérer cette eau qui est en abondance, de la stocker et de pouvoir se donner le moyen de l'utiliser lorsqu'on le souhaite. Stocker, il y a deux manières de le faire. Soit il nous faut des réservoirs, et les réservoirs, ils peuvent être soit artificiels, soit naturels. Réservoir artificiel, c'est par exemple ce que chacun peut faire chez lui avec un récupérateur d'eau de pluie pour récupérer l'eau qui va tomber sur le toit. Cette eau est stockée pendant un certain temps et elle peut être réutilisée dans le temps selon les besoins. Ensuite, alors
selon un laps de temps assez réduit, puisque en général, les récupérateurs d'eau de pluie, ils font 100, 200, 300 litres. Parfois, certains ont des réserves, des citernes plus importantes, mais les récupérateurs qu'on voit habituellement, ils sont de faible capacité, mais ça permet quand même d'utiliser l'eau de manière un peu étalée dans le temps. Et donc ça, c'est des réservoirs artificiels. Et les réservoirs naturels, eh bien, ce sont les milieux eux-mêmes. C'est-à-dire que l'eau, il faut qu'on cherche à la mettre dans des grands réservoirs que sont les sous-sols, en allant jusqu'aux nappes, les nappes phréatiques, où l'eau va pouvoir être stockée, et l'eau va souvent même être épurée, et c'est cette eau ensuite qu'on va aller chercher pour pouvoir avoir de l'eau potable en la traitant ou pas. Mais donc c'est bien sur ces réservoirs naturels que l'on peut jouer pour ralentir l'eau, pour la stocker, et faire en sorte que ces stocks d'eau naturelle puissent être utilisés. Et ça, c'est le principe des solutions fondées sur la nature. Des solutions, c'est-à-dire qu'on a des problèmes, c'est ceux de la gestion de la ressource en eau. Ce sont des solutions qui sont fondées, c'est-à-dire qu'on va se baser sur une certaine connaissance, notamment la connaissance scientifique ou celle des processus naturels qui sont liés au cycle de l'eau. Et puis, c'est fondé sur la nature, ça veut dire qu'on va chercher des moyens naturels de répondre à notre problématique. En l'occurrence, la nature ici, c'est faire confiance aux réservoirs naturels que l'on va avoir dans le sous-sol. Concrètement, ça veut dire que l'eau qu'on va pouvoir capter, récupérer, on va forcer son infiltration dans le sol plutôt que de la rejeter dans des canalisations ou même dans les rivières, même si le rejet dans les rivières, il est important aussi. Et après, il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Donc les solutions fondées sur la nature, c'est le principe auquel elles répondent. Et puis si on creuse un petit peu, il faut que ces solutions, elles répondent à deux défis. Le premier, c'est un défi pour la nature. Il faut qu'il y ait un gain pour la nature, un gain pour la biodiversité, ça c'est une condition sine qua non, et un gain pour la société. Là, le gain pour la société, c'est celui de la prévention ou de la lutte contre les inondations ou contre la sécheresse. Alors oui, effectivement, on va parler de cet équilibre. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous donner un exemple de réservoir naturel, s'il te plaît ? Oui, il y a deux grandes composantes qui vont permettre de récupérer cette eau et de la stocker dans ces réservoirs naturels. D'abord, c'est la topographie. C'est-à-dire que pour récupérer l'eau, on sait bien que l'eau, elle descend par gravité. Donc, il faut faire en sorte que l'eau soit canalisée et arrive dans des systèmes où elle va être stockée. Donc, ça peut être c'est des trous, en gros, dans la terre. Il faut que ce soit des trous. Et ensuite, il faut que le sous-sol permette les échanges entre l'eau de surface et les systèmes profonds. Donc il faut d'abord créer cette topographie, et après ce qui peut aider, c'est d'avoir une composante végétale. Parce que le végétal va avoir un rôle très important là-dedans, parce qu'il va intervenir au niveau du cycle de l'eau. D'abord le végétal, il peut intercepter par lui-même une partie de l'eau, grâce à son feuillage, et il va aussi permettre d'infiltrer une quantité non négligeable d'eau dans le sol lui-même. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une partie de l'eau qu'il va restituer à l'atmosphère, soit par évaporation, soit par évapotranspiration. Ce sont des quantités d'eau qui sont non négligeables quand même sur les rapports qu'on peut avoir au niveau du cycle de l'eau. Mais c'est important qu'on puisse faire jouer cette composante végétale selon ce qu'on veut faire à l'eau. Et quel moyen de combiner cette topographie creuse avec la présence de végétation ? Eh bien, ce sont les zones humides. Les zones humides, ce sont des endroits où l'eau va s'agglutiner, s'agglomérer, va être stockée. Et il y a une composante végétale importante là-dedans. Des fois, ça évolue jusqu'à des stades de tourbière, donc on voit presque plus l'eau. Tout ça est vraiment envahi par la végétation. Mais ce qui est intéressant dans ces systèmes-là, c'est que ça fonctionne comme des éponges. Donc, c'est capable d'absorber une partie de l'eau lors des pluies, de la conserver, il y a une partie aussi qui peut s'infiltrer, et puis de restituer une partie de l'eau. Donc j'aime bien cet exemple des zones humides parce que c'est un des moyens où justement on peut répondre au défi sociétal de la prévention des inondations, parce que ça contribue à diminuer les quantités d'eau lors des crues. On répond également au défi sociétal de l'approvisionnement en eau, parce qu'on stocke l'eau, on favorise les échanges avec le sous-sol, mais c'est aussi des milieux dits naturels dans lesquels on va pouvoir avoir ce fameux gain pour la nature en recréant des habitats pour la faune et pour la flore. Donc là, on fait coup double, voire coup triple grâce à ces systèmes-là. Oui, et on pense aux forêts notamment.
Freddy, tu as commencé à en parler tout à l'heure, toujours dans ce concept d'adaptation, d'équilibre entre des enjeux sociétaux, l'activité humaine en société, et de l'autre côté, la biodiversité. Aujourd'hui, on a tendance à penser qu'on privilégie l'activité humaine et qu'on délaisse un peu l'écosystème naturel autour de nous. Quel est ton sentiment là-dessus? Est-ce que c'est possible de trouver un équilibre? Non seulement c'est possible, mais pour moi, c'est la clé. La vision des solutions fondées sur la nature, c'est bien basé sur un principe d'approche co-bénéfice. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher uniquement à faire de la préservation, de la restauration ou de la gestion du milieu naturel. On ne va pas chercher à faire uniquement une réponse à un défi sociétal. J'en ai déjà cité, mais je pourrais rajouter la santé humaine, la sécurité alimentaire, le développement socio-économique. Mais systématiquement, on cherche à faire les deux. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on s'intéresse à tout. On cherche à répondre à toutes les attentes. Alors, on ne peut jamais contenter tout le monde complètement. Mais c'est là que c'est intéressant. Ça veut dire qu'on cherche justement à placer le curseur au bon endroit entre une approche purement, je vais dire, naturaliste et puis une approche de notre côté qui est purement de développement, voire même économique. On se situe à un niveau intermédiaire. Et puis on fait un peu des concessions. Mais ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est qu'on se force à réfléchir différemment par rapport à des projets qui sont mono-objectifs. Donc c'est ni du biocentré comme on dit, ni de l'anthropocentré de l'autre côté, c'est quelque chose d'intermédiaire. Et tout est là en fait, c'est pour trouver cet équilibre-là. Et ça, on doit pouvoir le faire, et c'est là que le défi, moi je pense qu'il peut trouver des applications très importantes derrière, si on réussit à y répondre. Oui, bien sûr. Et j'espère qu'on pourra en parler tout à l'heure du monde du savoir, scientifique notamment, et du monde de la décision, de la mise en application des décideurs, de voir comment ça marche entre ces deux mondes. En plus, effectivement, toi, tu as la double casquette, donc si on peut en parler, ça serait sympa. Alors, comme tu dis, il y a une adaptation, il y a une réalité. Comment on peut influencer la réalité? Je pense notamment à la prévention. Qu'est-ce que tu en penses? Tout le travail d'information et de sensibilisation, il est très important parce que justement les marges de manœuvre, elles sont importantes. Et en particulier auprès des jeunes. Parce que quelque part, ce qu'il faut surtout faire, c'est changer nos mauvaises habitudes. Et rien qu'en faisant ça, eh bien, on peut faire des efforts, des progrès assez énormes. J'ai bien dit, juste faire attention. Ça veut dire qu'on ne va pas jusqu'à de la privation. On fait juste attention. Si on considère que la consommation moyenne journalière d'une personne, c'est 150 litres. On consomme 150 litres d'eau par personne chaque jour. Et un tiers, ça se passe dans les sanitaires. Voilà. Quand on tire une chasse d'eau, c'est plusieurs litres d'eau. Quand on prend une douche, c'est plusieurs litres d'eau. Alors effectivement, on le disait, faire pipi sous la douche, c'est aussi avoir un arrosoir à côté. Il y a des arrosoirs qui sont très design et qui savent habiller des salles de bain, dans lesquelles on récolte l'eau que l'on fait couler d'ici qu'elle chauffe. Eh ben, chacun peut faire l'essai. Hein. C'est facilement 2 à 3 litres d'eau qu'on laisse couler sous la douche avant de la prendre et l'utiliser pour se laver. Eh ben, avec 3 litres d'eau par jour et par semaine, eh ben, chacun peut faire son calcul. Ça va très très vite. Et la preuve en est, c'est que à l'échelle du Pays Voironnais, on a lancé assez rapidement une campagne de sensibilisation. On a fait aussi beaucoup d'efforts au niveau du service pour rechercher et détecter les fuites, qui sont très très importantes. Et sur une année, alors on va voir si les chiffres se répètent, mais sur une année, on a quand même fait moins 10% de prélèvement d'eau dans nos milieux naturels à l'échelle de la collectivité, donc sur plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Moins 10%. Donc quand on considère qu'on prélève à peu près 7 millions de mètres cubes dans le milieu naturel chaque année, voilà, ça fait 10%, je te laisse faire le calcul, c'est juste gigantesque. Et ça, c'est rien que parce qu'on a fait attention, parce qu'on a fait l'effort de rechercher les endroits où on perd de l'eau, mais que je sache, on ne s'est pas privé pour autant. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que les 10%. D'accord. Alors tu as commencé à en parler, notamment du Pays Voironnais. On va parler un peu de Voiron. Alors comment ça se passe sous la ville? Combien il y a de kilomètres de tuyaux? Voilà, comment ça se passe dessous? C'est quand même un monde incroyable.
Est-ce qu'il y a des tortues ninja? Je sais pas, non, en tout cas, comment ça se passe, Freddy, sous notre ville? Eh bien, si on prend à l'échelle de notre collectivité, donc celle du Pays Voironnais, si on prend les réseaux d'eau potable et d'eau usée, donc d'assainissement, on doit être autour de 1500 km de réseau, de tuyaux. Donc il y a tout un monde sous nos pieds, un monde souterrain, alors on ne le voit pas, mais il est bien présent, il est même très vieillissant par endroits. Et oui, ce monde-là, il se passe plein de choses, notamment parce qu'il y a des fuites. Il y a à peu près, on a à peu près un quart de l'eau que l'on collecte en eau potable est perdue à cause des fuites. Donc on a un gros travail de recherche de fuite parce que c'est dommage d'aller chercher l'eau et de la perdre. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas une pollution, elle retombe dans le milieu, mais autant qu'on la garde pour qu'elle puisse arriver jusqu'au robinet. Les eaux usées aussi, elles collectent nos eaux de consommation pour les amener vers les stations d'épuration. On a les eaux de pluie aussi, on a tout un réseau d'eau pluviale qui souvent est mélangé au réseau d'eau usée. Donc aujourd'hui on cherche à séparer les deux parce qu'aujourd'hui tout part dans nos stations d'épuration et ça sature, notamment quand on a des grosses pluies. On a eu des très grosses pluies le 9 juin ici, le soir des élections européennes, où on a vu que ça a débordé à des endroits, enfin, les réseaux d'eau étaient vraiment engorgés. Et donc on sépare ces systèmes parce que l'eau de pluie, on peut aussi, c'est ce qu'on disait juste avant, on peut la valoriser et l'utiliser. Donc c'est vrai qu'il y a tout un monde souterrain, il y a aussi le monde des rivières qui est souterrain. Sous Voiron passe la Morge. Ah bah, à ce propos, est-ce que tu peux nous dire comment se porte la Morge? La Morge, elle se porte bien, notamment parce qu'on a aussi tout un programme d'action sur la rivière de la Morge. Il y a un programme de restauration qui est mené par les syndicats de rivière, par le SIMBI en l'occurrence. Et donc la Morge, depuis son bassin versant amont du côté de Saint-Aupre, Saint-Étienne-de-Crossé, et puis les affluents aussi. Et après, elle passe sous Voiron. Elle passe à Saint-Jean-de-Moiran, elle passe à Moiran, elle passe aussi sous Moiran. Il y a des endroits aussi où la Morge elle est couverte. Voilà, elle est couverte. Et cette Morge, on essaye de lui rendre aussi un peu de son naturel. Donc il y a plusieurs tronçons qui sont actuellement en cours de restauration. Donc on recrée des virages, des méandres pour la rivière. On supprime des seuils pour qu'on rétablisse de la continuité pour les poissons, pour les sédiments. Et on a aussi des projets de découvrir la Morge, en particulier sur Voiron et également sur Moiran. Ok. On va parler du monde de l'information ensuite. Mais pour revenir, et je pense que c'est important, est-ce que tu peux nous parler de la relation qu'il y a entre le monde du savoir, le monde scientifique, et le monde de la décision des décideurs? Quelle relation il y a entre les deux? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Moi, je me plais à dire que, notamment lorsqu'on travaille sur les milieux naturels, ou avec les milieux naturels, il n'y a que des cas particuliers. Donc je dis aussi souvent qu'il faut se méfier de tous les guides qui existent. Un guide, c'est bien, ça porte son nom, ça oriente, mais c'est jamais une solution toute faite où on met une pièce, on tire, ça y est, on a gagné et on sait comment l'appliquer. Il faut toujours adapter, parce qu'on n'a que des cas particuliers. Quelque part, on a besoin de la recherche, parce que la recherche, son travail, c'est justement de s'intéresser à tous ces cas que l'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas suffisamment bien, et puis de tester, avec le droit de se tromper, des choses parfois un peu nouvelles, un peu innovantes, en tout cas qui permettent de répondre aux changements que l'on connaît avec ce fameux dérèglement climatique. Donc c'est important qu'on pense que la recherche, elle est là pour ça. Alors ensuite, il y a forcément un décalage, parce que les gens qui sont dans l'action, on leur demande d'agir vite, très vite. Il faut des résultats très rapidement. Ce n'est pas tout à fait le même rythme que celui de la science, la recherche, qui a besoin un peu de temps pour tester les choses et surtout pour se rendre compte de l'efficacité de ce qu'on peut tester. Lorsqu'on fait pousser une plante, à partir de quand on estime que c'est gagné. Expérimentalement, on montre que par endroits, c'est le cas dans mes propres recherches, dans les milieux méditerranéens, on essaye de faire du bouturage dans des endroits qui sont très secs. Eh bien, il faut 3 saisons de végétation pour qu'on puisse vraiment établir qu'on a réussi à faire repartir une végétation à partir de boutures. Parce qu'une bouture, c'est un bout de bois, et là au début, la plante, elle n'a ni feuillage, ni racines, elle se base sur ses propres réserves dans le bois, et une fois que les réserves sont épuisées,
Là-bas, elle a pris le temps de développer des racines et du feuillage, et ça devient un élément végétal, on va dire un peu indépendant. Tant qu'il y a des réserves, la bouture est vivante. Quand il n'y a plus de réserves, c'est là qu'on voit si elle a réussi à développer son système pour devenir indépendante et à l'épuiser dans le sol et dans l'air. Eh bien, expérimentalement, aux endroits où moi j'ai fait des tests, il faut 3 ans. Donc si au bout d'1 an, je te dis « Ah, ça réussit parce que c'est encore tout vert », eh bien c'est faux. Parce que ce système-là, il peut mourir 1 année, voire 2 années après. Donc c'est en cela aussi qu'il peut y avoir un décalage entre le temps de la science et le temps de l'action. Et puis l'autre écueil aussi, c'est que la recherche, il y a deux manières de la faire. Soit c'est des milieux qui sont très normalisés. On va choisir un pot pour faire pousser une plante. C'est un pot avec un mélange standard, parce que c'est comme ça, c'est réglé. Pour avoir des résultats qui soient publiables, il faut faire quelque chose dans un pot avec un certain type de substrat. Mais est-ce que ça, c'est transposable dans la réalité ? Ben, pas vraiment. Il y a un décalage. Alors on peut aussi faire l'expérimentation directement sur le terrain. C'est ce qu'on appelle l'expérimentation grandeur nature. Donc on est plus proche des conditions de terrain, mais c'est moins évident à publier pour le chercheur parce que les conditions où on a fait pousser notre plante, ce n'est pas le mélange standard qu'on nous demande d'avoir. Donc souvent le chercheur il est un peu tiraillé entre le fait de faire une recherche entre guillemets publiable, parce que c'est aussi ce qu'on lui demande, mais qui est plus déconnectée de la réalité, ou bien une recherche qui est plus appliquée, plus finalisée, dont on va pouvoir plus facilement se servir pour faire améliorer ce savoir-faire, mais qui va être du coup moins facilement publiable. Donc il faut réussir à faire le lien entre ces deux mondes-là. Et par rapport à mes fonctions, ça me permet d'avoir un petit peu le pied dans les deux mondes et de faciliter le transfert du savoir vers le savoir-faire. Et est-ce que tu peux nous parler davantage du monde de la décision ? Le monde de la décision, c'est le monde réel. C'est-à-dire que on sait bien, on prend une décision en fonction d'un ensemble de paramètres. Et ceux qui sont les décideurs, les élus, sont là pour gérer de la complexité. Et c'est là que même parfois une décision qui pourrait s'avérer évidente, elle ne l'est pas forcément, parce qu'il faut regarder partout en même temps, et que même si on a la solution écologique au problème, est-ce que économiquement c'est faisable ou pas ? Voilà, donc on peut avoir des super solutions qui sont développées par les chercheurs, mais elles ne sont pas applicables dans le monde réel, parce que le décideur va tenir compte de toute la complexité qui l'entoure. Oui, c'est effectivement avoir une vision en 360. On a commencé à en parler tout à l'heure. Quel est ton avis sur le monde de l'information autour de ça, autour du dérèglement ou du réchauffement climatique ? Parfois, ça peut paraître un peu anxiogène. Quel est ton avis là-dessus ? Oui, parce que selon ce qu'on écoute comme discours, en général, on parle rarement des trains qui arrivent à l'heure, donc on préfère souvent mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais souvent, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Même si on parle de sensibilisation, de relier les mondes entre eux, il y a des gens qui sont quand même parfaitement au courant aussi de ce qui peut se faire dans les autres mondes. Il y a des gens qui s'y intéressent, certainement pas suffisamment, mais des fois c'est juste par méconnaissance. Donc en fait, on est toujours dans cette recherche d'avoir des gens qui soient réellement, je vais prendre le terme d'éclairés, pour savoir ce qui existe, savoir ce qui est faisable. Alors certainement on ne le fait pas suffisamment, mais je pense qu'on est loin, très loin, d'utiliser tout le savoir dont on dispose aujourd'hui. C'est un peu comme l'économie d'eau, quand on fait moins 10%, c'est bien, moi je pense qu'on peut aller nettement au-delà. Eh bien, pareil, dans la façon dont on utilise aujourd'hui les savoirs pour l'action, il y a beaucoup de choses qui sont encore dans les tiroirs, il y a encore beaucoup de choses à inventer, il faut aussi donner les moyens à ces gens-là de développer ces connaissances-là, mais je pense aussi qu'on a des marges de manœuvre qui sont assez énormes. Alors ça me permet d'être notamment optimiste, voilà. Et encore une fois, le catastrophisme, il y a peut-être des situations dans lesquelles, je ne dis pas, ça peut éveiller les consciences. Mais je pense qu'on fait toujours mieux les choses lorsqu'on est dans la sérénité, lorsqu'on est dans une forme de calme, pas la peine de paniquer. Et surtout aussi parce qu'on a ces marges de manœuvre-là. Donc si on sait ça, eh bien, on sait qu'on a des moyens de faire des choses. On a une forme d'or entre les mains, ou en tout cas dans un coin de la tête. Et maintenant, à nous d'aller le chercher pour le mettre en application. Entendu. Freddy, on va essayer de se projeter en 2100.
Je crois qu'aujourd'hui 9% de la population n'a pas accès à l'eau potable, c'est-à-dire 700 millions de personnes sur la planète. Est-ce que selon toi, en 2100, le problème sera résolu? Alors il y a déjà bien longtemps dans l'histoire de cette terre où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. J'ai du mal à me dire qu'en l'an 2100, on aura réglé le problème, parce que sinon on l'aurait fait depuis un certain temps déjà, et aussi parce qu'on va rajouter cette couche de dérèglement climatique qui fait que ça perturbe encore plus les désordres que l'on va avoir, et notamment ces questions d'accès à l'eau potable pour les populations. Hein. Ça veut dire que tout ça peut entraîner des déplacements de population. Forcément, les choses changent, les choses bougent. Alors attention, ça veut dire aussi que, encore une fois, l'eau ne disparaît pas, elle peut se retrouver ailleurs. Donc c'est aussi une forme d'adaptation à trouver, si je suis cohérent avec ce que je disais au début. C'est pas facile, hein, c'est pas un claquement de doigts, mais c'est aussi une façon de procéder pour essayer de faire au mieux avec l'existant, parce qu'on est dans une telle spirale que c'est bien beau de vouloir s'y opposer, mais il faut aussi savoir surfer sur la vague plutôt que de se la prendre en pleine figure lorsqu'elle n'est pas contrôlable. Donc en 2100, non, on n'aura pas réglé le problème. Mais je pense quand même que d'ici là, il y a des technologies qui vont apparaître. La vitesse de développement de notre technologie, qui est liée aussi à celle des savoirs, fait qu'on va certainement quand même à des moments trouver des solutions qui pourront être de grande ampleur. C'est quand même notamment le problème de l'eau salée. On soit encore dans des conditions où on n'a pas accès à de l'eau potable pour tout le monde. On se met à la place d'un martien qui découvre notre planète et qui se dirait lui-même, dites donc, venez voir comment ça se passe chez moi, mais chez vous, avec toute cette eau, vous n'allez quand même pas trouver une solution pour que tout le monde ait accès à l'eau potable. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, certainement que nos marges de manœuvre sont gigantesques, et que là, il faut faire appel à cette fameuse intelligence humaine pour trouver les solutions. Alors moi, je suis assez confiant quand même là-dessus. Je ne sais pas si on arrivera à tous se mettre d'accord pour qu'en 2100, les choses soient bien posées, parce qu'encore une fois, c'est aussi un monde qui est très complexe. Mais je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire et que les possibilités, elles sont là. Tu parlais d'innovation, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu en penses? Même si ça peut faire peur par le fait qu'on puisse perdre contrôle dessus, dès lors qu'elle est contrôlée, elle peut franchement grandement nous aider pour être plus efficace, pour aller plus vite. C'est effectivement ce qu'on fait au niveau du service du cycle de l'eau au Pays Voironnais. On se sert de l'intelligence artificielle pour nous aider à repérer les fuites. Donc en rentrant un certain nombre de paramètres dans une forme de cerveau artificiel, eh bien ça nous aide à pré-identifier des endroits où les fuites pourraient se trouver. Et après, les équipes peuvent se rendre sur ces endroits pré-identifiés et faire quand même le vrai travail humain de repérage et de réparation de la fuite. Et ça ne s'empêche pas aussi qu'on a déjà des systèmes existants très performants hors intelligence artificielle pour repérer ces fuites. Nos équipes, elles sont très performantes là-dessus. Mais avoir ce coup de pouce, moi je dis pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Et c'est vrai que les forces de calcul de ces systèmes-là, ça peut vraiment nous aider dans notre démarche quotidienne, parce qu'on sait que tout va très vite, tout s'accélère, donc on a besoin après aussi de rattraper cette accélération-là. Nos fuites, c'est exponentiel dans le temps. Même si on met des équipes dédiées pour les recherches des fuites, même si on met de plus en plus de personnes dessus, on a du mal à suivre le rythme des fuites parce qu'il y en a de plus en plus. Donc si on peut nous aider à accélérer notre réflexion et notre action, il ne faut surtout pas s'en priver. Oui, bien sûr. Alors tu sais, on est sur Mars et on a une équipe qui est partie en mission d'exploration pour voir s'il n'y avait pas de l'eau à l'état liquide, parce qu'effectivement il y en a à l'état gazeux et solide, mais on a fait quelques recherches. Enfin, en tout cas, on va voir. Quel est ton avis là-dessus? On sait qu'on a retrouvé des traces à distance, des traces d'eau sur les exoplanètes. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je me dis, des fois en regardant là-haut, cette immensité qu'on a, le seul fait de raisonner avec des années-lumière, c'est-à-dire qu'on voit finalement le passé quand on regarde les étoiles, cette immensité et puis cette imbrication de systèmes, de galaxies entre elles, enfin bref, ça dépasse l'entendement de ce qu'on est capable d'imaginer avec notre petit cerveau humain.
je me dis que ça serait bien étonnant quand même qu'on n'ait pas à d'autres endroits des planètes qui soient habitées, et notamment, je pense, où il y ait de l'eau. Ça, je pense que c'est tout à fait possible, même si il faut quand même une conjonction de facteurs pour arriver à faire en sorte qu'on ait ce qu'on a nous aujourd'hui, après ces millions, ces milliards d'années. Donc, mais je me dis que c'est loin d'être impossible. Ouais. Pour finir, Freddy, on a parlé de pas mal de choses. Voilà, je te laisse la main. Est-ce que tu as un message à faire passer, peut-être une conclusion? C'est plus un message d'ensemble par rapport à des choses qu'on a pu déjà évoquer. Moi, je pense que on a vraiment cette chance. Alors, je dois être un des rares à parler de chance avec tous les problèmes qu'on a, mais que cet objet eau, il est présent, il ne disparaît pas. Et donc, à nous de faire en sorte qu'on puisse gérer le cycle pour pallier au mieux à nos problématiques. Et c'est valable à des échelles très diverses. C'est valable dans l'échelle d'une maison, d'une personne, d'une maison, d'un village, d'une ville, d'une collectivité, d'un pays, de la planète entière. Donc c'est ça aussi qui fait que on peut et on doit avoir une forme d'optimisme par rapport à ça. C'est que je pense qu'on a les clés. Si on n'avait pas de clés, ça serait compliqué d'ouvrir la porte. Mais on a les clés. Donc c'est vraiment ce message-là que moi je voudrais faire passer. C'est pas simple. Encore une fois, c'est préoccupant. Et ben, si c'est préoccupant, on s'en occupe. Merci Freddy. Mais c'était avec grand plaisir. À bientôt. Et à très bientôt.